Aux États-Unis, plus de 90% des habitants vivent dans des comtés où le coût du logement a augmenté plus vite que les revenus ces 20 dernières années. L'offre de logement n'a pas suivi la demande, et l'écart se creuse depuis le début des années 2000. De plus, la part des 25 à 34 ans vivant chez leurs parents n'a cessé d'augmenter, passant de 10% en 1983 à 19,1% en 2023, soit presque le double, et cela même après une baisse importante du nombre de jeunes vivant chez leurs parents après le Covid. Les statistiques sont un peu meilleures ailleurs, le logement étant devenu un enjeu majeur récemment, souvent lié à l'accessibilité face à l'inflation et à la stagnation des salaires. La crise du logement et du coût de la vie explique pourquoi les maisons imprimées en 3 dimensions étaient d'abord vues comme une révolution. Avec des délais de construction pour les logements traditionnels qui ne cessent de s'allonger et des coûts d'exploitation en hausse, la capacité à imprimer rapidement et à moindre coût des structures de logement en 3D offrait la possibilité de bouleverser complètement le marché immobilier. Cela aurait pu provoquer un boom de la production et rendre les prix plus accessibles, que la maison soit traditionnelle ou imprimée en 3D. Cependant, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées en pratique. Malgré les promesses de la technologie, il n'y a pas eu de boom des logements imprimés en 3D. Vous l'auriez sans doute remarqué sur Zillow. En 2023, il y avait tout au plus quelques dizaines de maisons imprimées en 3D, hors celles de démonstration. Et bien qu'il n'existe aucun organisme mondial qui tienne un compte précis du nombre exact de maisons imprimées en 3D dans le monde, les meilleures estimations que nous avons situent toujours ce chiffre quelque part entre une centaine et quelques centaines. Cela changerait peu sur le marché immobilier d'une ville moyenne, encore moins à l'échelle nationale. Mais si construire des maisons avec la technologie d'impression 3D est plus rapide et moins cher que de les construire de manière traditionnelle, et oui, c'est probablement le cas, alors pourquoi la technologie dans son ensemble ne répond-elle pas aux attentes? Pour comprendre, il faut d'abord saisir le processus d'impression 3D. J'imprime actuellement quelque chose en 3D sur une petite imprimante Prusa. Comment fonctionne l'impression 3D? L'impression 3D est le processus de fabrication d'un objet tridimensionnel à partir d'un plan sous forme de modèle CAO, conception assistée par ordinateur, ou d'un modèle 3D numérique. Les matériaux, comme plastique, liquide et poudre, sont fusionnés par ordinateur, souvent couche par couche. Ce processus peut durer de plusieurs heures à quelques jours, selon l'objet à créer et le type d'imprimante utilisée. L'impression 3D offre des avantages considérables par rapport à la fabrication manuelle ou aux méthodes traditionnelles. L'un des principaux avantages est la création d'objets aux géométries complexes, difficiles à fabriquer autrement à grande échelle. La technologie est aussi très précise pour l'utilisation des matériaux. Par exemple, si vous avez besoin d'une forme d'étoile pour un projet artistique. Votre première idée pourrait être de découper un morceau de liège ou n'importe quel matériau avec lequel vous travaillez et de lui donner une forme d'étoile, évidemment. Que fait-on du matériau excédentaire après avoir découpé l'étoile? La plupart du temps, on le jette simplement à la poubelle, non? En impression 3D, l'imprimante peut créer une étoile avec très peu, voire sans perte de matériaux. Les progrès technologiques pourraient réduire les coûts de main-d'œuvre, d'entretien et de matériaux, au-delà de la simple baisse des déchets. Ce serait immense pour toute industrie, surtout la construction de logements, secteur très demandeur en main-d'œuvre et producteur de nombreux déchets. Si la construction de logements imprimés en 3D venait à se développer, elle pourrait non seulement, en théorie, résoudre le problème de l'offre, mais aussi réduire le coût de construction d'une maison en général, s'attaquant ainsi au problème du prix des deux côtés de l'équation. Au-delà des éléments de base que nous avons déjà abordés, cependant, les projets de construction imprimés en 3D rencontrent quelques défis supplémentaires. Les imprimantes 3D pour la construction utilisent généralement du béton, du ciment, de la cire, de la mousse ou des polymères, produits sur ou hors site selon l'entreprise et le matériel. Cependant, cela ne concerne que la structure brute de la maison. Cela n'inclut pas des éléments comme l'installation de l'électricité ou d'autres finitions nécessaires. Un sous-sol ou une structure de fondation devra également généralement être assemblée, au moins en partie sur place. Cependant, le processus d'impression lui-même peut être rapide. La société chinoise Winson affirme pouvoir imprimer 10 maisons en 24 heures, chacune coûtant environ 5 000 $ hors fenêtre, portes et autres éléments. Cette affirmation a été contestée, mais d'autres entreprises prétendent aussi pouvoir imprimer la structure d'une maison en une journée, même si, selon le matériau, le séchage peut prendre plus de temps. Les maisons imprimées en argile peuvent prendre des semaines à sécher. En résumé, la construction de maisons imprimées en 3D est plus rapide et moins coûteuse que les méthodes traditionnelles, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Cela ne prend pas en compte le coût initial d'achat d'une imprimante capable de produire des composants de maison. Quelques problèmes techniques subsistent aussi. Le béton solide, principal matériau des maisons imprimées en 3D, isole très mal et offre peu de résistance à la chaleur. Pire encore, le béton agit comme un pont thermique, laissant s'échapper la chaleur pendant les hivers rigoureux et absorbant encore plus d'énergie solaire au plus fort de l'été.
Les détails techniques sont un peu compliqués, mais il n'existe essentiellement aucun moyen pour le béton seul d'atteindre les niveaux d'isolation thermique nécessaires pour satisfaire aux normes de construction modernes. Il existe des solutions. On peut imprimer une coque creuse en béton pour la structure du mur, puis la remplir d'isolant pour obtenir la résistance thermique requise par les normes. D'autres méthodes, comme l'impression simultanée de l'isolant et du béton, sont encore à un stade précoce et pas totalement développées. C'est du temps et des coûts supplémentaires pour faciliter la construction de maisons imprimées en 3D. Des inquiétudes existent sur l'impact environnemental car le béton traditionnel génère une forte empreinte carbone. Le ciment représente près de 8% des émissions mondiales de CO2. Avec des réglementations environnementales mises en place pour ralentir ou atténuer le changement climatique, et une grande partie de la population profondément préoccupée par l'environnement, un matériau à forte émission de CO2 utilisé dans une technologie en développement qui n'est pas encore mature devient simplement une cible pour la réglementation. Bien que certaines méthodes d'impression prétendent avoir une empreinte carbone plus faible que d'autres, il n'existe pas encore beaucoup de vérifications indépendantes de ces affirmations. Pourtant, si ces problèmes étaient les seuls auxquels l'industrie devait faire face, nous verrions probablement déjà des quartiers entiers de maisons imprimées en 3 dimensions émerger partout dans le monde, saluées comme la solution miracle capable de résoudre la crise du logement. Cependant, deux problèmes plus graves que les retards et les coûts élevés freinent le développement rapide de l'industrie. Les fissures et la bureaucratie. Alors, en novembre 2024, la ville de Muscatine, dans l'Iowa, a décidé de démolir une maison imprimée en 3D. Pourquoi ? Eh bien, elle n'avait pas réussi à répondre aux critères structurels, ce qui est une façon élégante de dire que le béton utilisé pour la construction de la maison se fissurait. Rob Moynihan, responsable de l'initiative logement à Community Foundation of Greater Muscatine, qui supervise le projet. Il a déclaré à Forbes « Nous avons eu des fissures verticales et quelques horizontales moins préoccupantes, et savions avoir des problèmes » à propos du béton. La construction a débuté en mai, et quelques mois après, des problèmes sont déjà apparus. Le matériau ne répondait pas à leurs critères de solidité, et ils n'avaient pas trouvé la cause des fissures. Je cite « Nous essayons encore de déterminer si c'était dû au climat ». Fin de citation, ce qui est une supposition raisonnable, étant donné que l'indice de chaleur avait atteint 49 degrés Celsius pendant l'été, et qu'il était accompagné d'une forte humidité. Zachary Mannheimer, fondateur du sous-traitant sur le projet, je le cite « Frustration n'est probablement pas le mot que j'emploierais. Nous avons tellement appris du processus lui-même. » Selon Mannheimer, les murs étaient structurellement solides, mais les fissures étaient suffisamment préoccupantes pour justifier une démolition. Alcris, à l'origine du projet, a créé un matériau plus solide, moins cher et neutre en carbone, mais cela réconforte peu la ville de Muscatine. L'impression 3D demeure un procédé instable, surtout pour le logement. De légères variations de chaleur ou d'humidité peuvent fortement affecter une structure lors de l'impression ou du séchage. Il en est de même pour de légères différences de matériaux d'impression. Lors d'un des premiers projets d'impression 3D en Arabie Saoudite, les matériaux étaient stockés en conteneurs climatisés pour éviter des réactions chimiques dues à la chaleur. Changer ces variables peut causer des fissures ultérieures, dont l'origine serait difficile à identifier. Bien sûr, cela signifie que sans avancer dans la composition du matériau et sa résistance à la chaleur, à l'humidité et aux variations mineures de composition, la manière la plus fiable de construire des maisons imprimées en 3 dimensions sera dans des installations extérieures au chantier. Cela signifiera naturellement que les éléments de construction devront être transportés jusqu'au chantier, ce qui veut dire, encore une fois, que la différence de coût entre l'impression en 3 dimensions et la construction traditionnelle va se réduire. À Muscatine, petite ville de l'Iowa, ils seront laissés pour compte, victimes d'une industrie en quête de repères. Alquist a déménagé au Colorado sous la direction de son nouveau PDG, Patrick Callahan. À propos du projet en Iowa, le consultant Steven Mansour a dit « J'espérais qu'il détruirait la maison, car dans la construction traditionnelle, c'est ce qu'on fait. Pour l'industrie, ce n'est pas une mauvaise publicité. La mauvaise publicité, ce serait que quelqu'un y vive. » Fin de citation. Même si les fissures posent problème, c'est un souci technique qui peut se résoudre. D'ailleurs, certaines maisons imprimées en 3 dimensions ont été construites sans ces problèmes. Avec plus d'expérience et une meilleure compréhension des causes des fissures, nous pourrons créer de nouveaux systèmes ou matériaux pour les éviter. Baisse de productivité à court terme et difficultés pour les entreprises individuelles, mais le secteur n'est pas gravement menacé. En fait, les obstacles réglementaires pourraient vraiment freiner une adoption généralisée. La construction est l'un des secteurs les plus réglementés au monde. Même si le logement imprimé en 3 dimensions est prometteur, cette méthode reste en grande partie non éprouvée pour le logement. En théorie, les maisons en ciment devraient durer plus d'1 siècle et mieux résister aux intempéries, insectes, incendies et dangers courants que les maisons traditionnelles, mais on ignore si cela sera confirmé avec le temps. Contrairement aux maisons traditionnelles où l'on peut simplement montrer une maison de 150 ans et dire « Regardez, elle a 150 ans ». Nous ne pouvons pas encore faire cela avec les structures imprimées en 3 dimensions, ce qui n'existait pas au 19e siècle.
Les maisons imprimées en 3 dimensions de moins bonne qualité peuvent te présenter des fissures en quelques mois. Mais il se peut aussi que même les mieux construites montrent des signes de détérioration dans 20 ans, dans 5 ans, voire en seulement 1 an. Nous l'ignorons encore, ce qui rend les régulateurs prudents à l'idée d'approuver des projets de logements imprimés en 3 dimensions, et ces projets vulnérables aux évolutions réglementaires, qu'elles viennent des défenseurs de la sécurité ou des environnementalistes. Une des principales raisons pour lesquelles les maisons ne sont pas construites traditionnellement, malgré une forte demande, est un cadre réglementaire et de zonage local qui décourage ces projets. Avoir une nouvelle méthode bon marché pour construire des maisons n'apporte en réalité aucun avantage si votre commission locale de zonage rejette tous les plans de développement, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est encore un tout autre problème. Pourtant, malgré les défis, certaines entreprises audacieuses essaient de faire fonctionner la technologie, pariant que les obstacles techniques du processus d'impression peuvent être surmontés, tandis que la promesse d'économie des maisons imprimées en 3D saura convaincre aussi bien les autorités réglementaires que les commissions de zonage. Il n'y a qu'un seul problème cependant, les projets continuent d'échouer. Cairo est une petite ville à l'est. Ce n'est pas dans l'Illinois ni en Égypte. Là-bas, c'est une grande ville, parmi les plus au sud de l'État, plus proche du Kentucky et du Missouri que de Chicago. Avec une population de moins de 2000 habitants qui a diminué au cours des dernières décennies, Cairo semblait être exactement le genre d'endroit où une entreprise de logement imprimé en 3D pourrait prospérer. Alors que les grandes villes ont aussi un besoin urgent de logement, le problème là-bas est davantage lié à l'espace et aux obstacles réglementaires, et non à la disponibilité des ressources nécessaires à la construction. À Cairo, c'est tout le contraire. Faute de ressources pour lancer une véritable initiative de logement, et n'étant pas particulièrement attrayante comme destination, la construction d'un quartier de maisons imprimées en 3D pourrait rendre les projets de construction économiquement viables, améliorer la vie des habitants et même attirer de nouvelles personnes dans cette ville en déclin. Prestige Project Management, à l'été 2024, avait signé un accord avec Cairo pour construire 30 duplex. Quelques jours après, les équipes étaient prêtes à poser la première pierre. Le premier duplex construit, salué comme la première maison neuve en près de 30 ans dans la petite ville, a été inauguré devant plus d'une centaine de personnes enthousiastes et pleines d'espoir. Selon le maire Thomas Stimson, ce projet n'était qu'un début. Le sénateur d'État Dale Fowler, dont la circonscription comptait certains des habitants les plus défavorisés de l'Illinois, a salué le lancement du projet comme une étape vers plus de prospérité pour les résidents. Fowler, en particulier, avait littéralement joint le geste à la parole. Son organisation à but non lucratif avait obtenu un don de 40 000 $ pour financer la cérémonie d'inauguration. La construction, ou plutôt l'impression, a sérieusement débuté. En un mois, les murs du premier duplex étaient montés et l'intérieur en travaux, puis soudain, le projet s'est arrêté. Les propriétaires blâmèrent ensuite notre vieil ami, les fissures, pour le retard, disant qu'ils devaient vérifier l'intégrité structurelle du logement. Prestige a attendu plus d'1 an le plan du fournisseur pour traiter les fissures, sans jamais rien recevoir. Le temps passait, personne n'a emménagé dans le duplex et l'imprimante a été discrètement déplacée. À ce moment, les journalistes ont commencé à poser des questions. On a révélé que Prestige, l'entreprise de construction, a étrangement perdu un acompte de 590 000 $ sur une autre imprimante après avoir soudain annulé sa commande. Plus inquiétant encore, plusieurs employés avaient quitté Prestige lors de la pose de la première pierre. L'exode des employés a coïncidé avec un courriel anonyme affirmant que l'incursion de Prestigia dans l'impression 3D n'était qu'un coup de pub et que la société aurait fraudé sur d'autres projets. Les journalistes n'étaient pas les seuls à s'interroger. Le FBI s'est également intéressé aux activités de Prestigia, lançant une enquête sur l'entreprise. À ce jour, il n'y a eu aucune arrestation, mais cela ne donne certainement pas une bonne image de la société ni de ses propriétaires. Jamie Hayes et Eric Bertus ont fondé Prestige en 2021. Les bureaux se trouvaient à Harrisburg, une petite ville de l'Illinois à moins de 100 miles de Cairo, mais avec 8000 habitants, elle était bien plus grande. C'était l'une des 7 entreprises que Hayes avait créées depuis 2020, dont 3 cofondées avec Bertus. Avec Hayes comme financier et Bertus chargé des opérations quotidiennes, le duo a développé un ensemble varié d'entreprises, se lançant dans la gestion de la construction scolaire, la clôture de fermes solaires et bien sûr, l'impression 3D de duplex pour la petite ville de Cairo. Bertus, conseillé par son fils Josh sur les tendances de la construction, s'est lancé dans l'impression 3D en 2023. Une fois que Bertus s'est concentré sur Cairo, une zone ayant désespérément besoin de développement comme point de départ pour la nouvelle entreprise d'impression, il a déclaré que Dieu l'avait encouragé à faire don de la première maison, comme geste de bonne volonté. Les habitants avaient déjà été déçus par de grandes promesses et espoirs qui se sont ensuite effondrés. Disons simplement qu'il y avait des sceptiques. Connie Williams, une membre du conseil municipal, a dit, je cite, « Nous n'arrêtions pas de leur dire, écoutez, on a déjà vu assez de gens venir à Cairo raconter toutes ces choses folles, puis se désister. » Ils répondaient simplement « Non, ce n'est pas nous, nous sommes là, Dieu nous a envoyés. » Fin de citation.
Malgré de nombreuses promesses non tenues au Caire, le projet restait crédible pour les décideurs influents de l'Illinois. Le gouverneur J.B. Pritzker a rencontré Burtis et Dale Fowler, et l'équipe de la sénatrice américaine Tammy Duckworth a été invitée à découvrir le projet. La première maison imprimée de prestige a gagné en visibilité sur les réseaux sociaux grâce aux éloges de Susan Mendoza, contrôleur de l'Illinois. Cependant, le soutien politique, ou du moins l'implication et une cérémonie tape à l'œil de pose de première pierre, détournaient l'attention des problèmes profonds de Prestige. Ce qui laissait entendre que la dernière tentative de revitalisation de Cairo reposait sur des bases fragiles, même avant que les équipes de construction ne commencent à bâtir le tout premier duplex. Prestige avait d'abord contracté un prêt de 1,1 million de dollars pour acheter une imprimante. Un prêt si important qu'un prêteur rural de Karnak, Illinois, a dû s'associer à une autre banque pour dépasser sa limite de prêt à un client. Une fois le prêt approuvé, Prestige a versé un acompte de 590 000 dollars sur une imprimante qui serait fabriquée par Perry 3D Construction au Texas. Leur contrat stipulait que l'imprimante serait livrée dans 6 mois au plus tôt. Bien qu'ils soient conscients des incertitudes autour de la livraison, Hayes et Burtis commencent à s'impatienter. Ils avaient promis au Caire de commencer les travaux au printemps, mais le calendrier de livraison risquait de compromettre cette promesse. Au salon de l'industrie du béton, Bertus a rencontré une équipe d'une entreprise d'imprimante 3D du New Jersey qui a affirmé avoir des machines prêtes à livrer immédiatement. Bertus et Hayes se sont vite concentrés sur la nouvelle entreprise, signalant à Perry 3D qu'ils n'auraient plus besoin de leurs services et leur recommandant de garder 60 000 dollars du paiement initial. Perry, bien sûr, n'a rien fait de tel et a gardé l'intégralité de la compte, exactement comme n'importe quelle entreprise l'aurait fait dans cette situation. Après tout, c'est un acompte. En avril, juste avant la livraison prévue de leur imprimante, Prestige avait pratiquement jeté plus d'1 demi-million de dollars par les fenêtres. Heureusement, la société du New Jersey accepta de leur vendre une imprimante pour le demi-million restant. À propos de ce fiasco, Hayes déclara ceci: « Si je reçois 10 000 dollars pour une voiture, disons que je paye 5 000 dollars pour une voiture et que je ne récupère pas mon argent, mais que je peux acheter une autre voiture qui fait exactement la même chose et que je ne paye que 5 000 de plus, qu'est-ce que j'en ai à faire si je peux aller et venir au travail ?» Cela signifiait que leur promesse de commencer la construction au printemps devenait impossible, car même la nouvelle entreprise ne pourrait livrer l'imprimante avant août. Gardez à l'esprit que tout cela, le prêt, les multiples imprimantes, les retards, tout cela était pour construire un seul duplex. En théorie, une fois l'achat et la livraison de l'imprimante payés, les gains d'un temps de construction plus court et de matériaux moins chers commenceraient à porter leurs fruits. Cette première étape n'était qu'une preuve de concept, pas une solution miracle pour le logement à Cairo, et ils peinaient déjà avec cela. Les dirigeants de la ville ne l'ont pas ignoré. Quand on a demandé comment Prestige financerait la construction des 30 maisons restantes, l'entreprise était restée évasive, sans réponse claire. Pour un projet comme celui-ci, une solution possible serait de demander des crédits d'impôt pour le logement. Ces demandes peuvent prendre des années à aboutir, et il aurait été difficile pour Prestige d'obtenir une approbation, car il testait une nouvelle technologie dans une communauté rurale. J'envisage d'installer des panneaux solaires sur le toit d'un bâtiment, et croyez-moi, même pour ça, le processus est fou. Mais il est remarquable qu'il n'ait même pas semblé essayer. Aucune preuve n'indique que Prestige ait postulé à ces programmes. Bertis a finalement dit aux responsables de Cairo de trouver eux-mêmes les fonds pour les futures constructions. Mais si Cairo avait eu cet argent, ils auraient déjà construit les logements nécessaires. La ville et Prestige ont convenu que Cairo vendrait à Prestige un terrain vacant pour $1 symbolique. Prestige construirait un duplex, le gérerait 18 mois, puis en céderait la propriété à la ville. Le contrat prévoyait la construction de 29 duplex supplémentaires, mais ne précisait pas comment ils seraient financés. En 2025, un journaliste s'intéresse à l'histoire du projet de logement imprimé en 3D de Cairo et tente de contacter Hayes, le financier de Prestige. L'une des premières choses qu'elle a demandé a été de voir l'imprimante elle-même, ce que Hayes a accepté, révélant avec désinvolture que l'imprimante, qui aurait la taille d'un petit garage une fois entièrement assemblée, était entreposée dans l'arrière-cour personnelle de Hayes. En visitant le terrain et en passant devant les voitures, ils constatèrent rapidement que l'imprimante était introuvable, sans que Hayes semble contrarié. « Je ne la vois pas. » « Et vous ?» dit-il en haussant les épaules. Elle avait été là, mais avait ensuite disparu vers un lieu inconnu. Ce moment étrange allait commencer à dresser le portrait de Hayes et de Prestige, qu'il révéla avoir été nommé d'après la société fictive du film comique Frangin malgré eux. Hayes disait avoir poursuivi Perry 3D pour récupérer un dépôt de près de 600 000 dollars perdus, sans pouvoir fournir de détails, ni préciser où la plainte avait été déposée. Pourtant, elle l'avait été. Prestige affirmait que Perry 3D lui avait fait signer un faux document au lieu d'un vrai contrat, et que ce document ne mentionnait pas la clause sur la perte du dépôt.
Le procès a abouti à peu près au moment où Perry 3D licenciait son personnel basé aux États-Unis. Un juge a statué pour Prestige car Perry n'a pas répondu à la plainte et a simplement dit « bonne chance pour essayer de le récupérer ». Ace savait qu'il ne reverrait jamais leur dépôt, mais restait optimiste, déclarant par message « on dirait qu'on a bien poursuivi, et voilà ». Obtenir l'argent aurait été très utile à Prestige, car selon leur accord de prêt, l'entreprise doit à la banque environ 13 000 $ par mois pendant 10 ans, soit près de 400 000 $ d'intérêt sur le prêt de 1 100 000 $. Comme Prestige n'avait tiré aucun revenu du projet de Cairo, elle ne pouvait pas payer elle-même. Ace couvrait donc ses paiements via un autre compte professionnel. Hayes n'était responsable de rien, selon lui. Le contrat complexe de Perry 3D et son attitude distante l'avaient mis en difficulté, mais il voulait toujours honorer son engagement envers Cairo. Vous doutez? Demandez au sénateur d'État Dale Fowler. Il les avait soutenus. « Je resterai avec Fowler s'il y a le moindre problème », a déclaré Ace. Être désigné comme la force politique derrière Prestige était une surprise pour Dale Fowler, qui a minimisé son rôle dans le projet, se présentant plutôt comme un simple supporter sur la touche, encourageant l'équipe. Il décrivait sa relation avec Hayes et Bertis comme cordiale, sans réelle amitié. C'est intéressant car Dale Fowler avait déjà beaucoup contribué à l'avancement du projet d'impression 3D. Le bureau de Fowler avait envoyé des documents de Prestige à l'Agence de développement du logement de l'Illinois et présenté le projet à la Commission d'État sur la pauvreté peu après l'obtention du prêt pour l'imprimante. Fowler a lui-même accompagné la contrôleur d'État Mendoza lors d'une visite avec Bertis et son fils. Fowler avait facilité une rencontre entre le bureau de la sénatrice Duckworth et la direction de Prestige. Les habitants de Cairo associaient sûrement le sénateur d'État au projet. Alors que les travaux commençaient à rencontrer des obstacles et que les problèmes s'accumulaient, les responsables locaux se tournèrent vers Fowler avec des questions. Je cite « Quand cela a échoué, nous appelions tous le sénateur Fowler, car c'est lui qui les avait amenés. » Cette citation est de Williams, membre du conseil. Globalement, cela semblait bien plus que de simples encouragements à distance, surtout puisque le Prestige était la principale source de contribution à la campagne de Fowler, hormis les fonds des comités d'action politique. Au total, Prestige a fait don d'environ 22 000 $ à Dale Fowler de mai 2022 à août 2024. Le don final de 6 500 $ est arrivé moins d'une semaine avant la pose de la première pierre de ce premier duplex. Fowler affirmait que les deux hommes étaient de simples connaissances, mais il connaissait Hazen et Bertis depuis des décennies. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'enquête du FBI, il a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il n'ait rien fait de mal, et qu'il avait été injustement critiqué en raison de son association avec eux. Il s'est comparé à Daniel, le héros de l'Ancien Testament, qui allait être déchiré par des lions après avoir été jeté dans leur fosse, mais à la place, des anges sont descendus et ont fermé la gueule des lions, provoquant la mort de ses ennemis à sa place. Le mandat de Fowler expire en janvier, et il a refusé de se représenter. Peut-être une décision intelligente. Et maintenant, parlons de cette enquête du FBI que nous avons mentionnée en passant. Comme déjà dit, les journalistes n'étaient pas seuls à enquêter sur Prestige, le FBI aussi. Quelques semaines après l'inauguration, Prestige a reçu une injonction d'un grand jury fédéral de transmettre ses dossiers financiers, suivi de nombreuses autres. Le FBI a aussi récupéré les contrats de prestations et relevés de paiement envoyés à Prestige par 2 districts scolaires de Harrisburg, bien que cela ne concerne pas le projet de duplex imprimé en 3D. John Peake, maire de Harrisburg, a dit que la ville a mené 2 projets avec Prestige et que Dale Fowler les a incités à poursuivre. Un district scolaire ayant reçu une assignation a licencié son surintendant pour ne pas avoir respecté les procédures d'approbation des 2 millions dépensés avec Prestige et d'autres entreprises. Et vous vous souvenez comment plusieurs employés de Prestige avaient démissionné juste au moment de la pose de la première pierre? Eh bien, il s'avère qu'au moins l'un d'entre eux était devenu un formateur. Bucky Miller, engagé notamment pour promouvoir le plan de développement auprès des responsables de Cairo, était devenu lanceur d'alerte auprès du FBI. Selon Bucky Miller, il avait été exploité, on lui avait promis des maisons rapides, abordables et imprimées en 3D dans une région défavorisée, mais ce rêve s'effondrait à chaque fois. Il disait que Prestige n'avait jamais voulu terminer le projet. Peu de temps après la pose de la première pierre, il y a eu une petite vague d'emails envoyés depuis un compte anonyme à des entreprises et des organismes gouvernementaux ayant passé contrat avec Prestige, accusant la société d'avoir commis une fraude. À un moment donné, Miller s'est attribué la paternité de ces emails anonymes avant de se rétracter plus tard et d'affirmer qu'il ne les avait pas envoyés du tout. Sans surprise, la situation est devenue un parole contre parole, Hayes et Bertis accusant Miller, et Miller les accusant en retour. Bertis a déclaré avoir pleinement coopéré avec le FBI et que l'entreprise avait remis tous les documents demandés. Il a également mentionné qu'il n'avait jamais été interrogé par les enquêteurs. Je cite « Si j'étais vraiment dans le pétrin, tu ne crois pas qu'on m'aurait déjà inculpé ?» Alors, qu'advient-il du duplex? Eh bien, il est à l'abandon. L'imprimante est à l'arrêt depuis on ne sait combien de temps, éparpillée en morceaux dans différentes propriétés appartenant à Hayes.
Hayes explique que l'encre à béton de l'imprimante est défectueuse et qu'ils attendent un remplacement de Black Buffalo 3D, la société du New Jersey, auprès de laquelle ils avaient acheté l'imprimante après leur premier échec. Black Buffalo a promis de remplacer le béton jugé défectueux et a proposé de trouver un autre acheteur pour l'imprimante si Prestige la refusait. Les deux entreprises ont aussi déclaré qu'elles collaboreraient pour réparer les fissures, précisant qu'elles étaient surtout esthétiques, pas structurelles. Ils ont envoyé un courriel affirmant qu'ils reviendraient bientôt à Cairo pour réparer les fissures, mais ce n'est jamais arrivé. Black Buffalo a expliqué qu'il ne pouvait pas approuver les travaux sans permis de la ville. C'était une simple excuse, car aucun permis n'était nécessaire pour ces travaux. Black Buffalo n'a vendu que 2 imprimantes aux États-Unis depuis fin 2020 et a déposé le bilan. Alors que des équipes ont récemment été vues en train de travailler sur le seul duplex qui avait été en quelque sorte construit, beaucoup de gens à Cairo se sont sentis laissés pour compte et oubliés. Ce n'est pas nouveau pour eux. De nombreuses initiatives de développement sont venues et reparties sans tenir leurs promesses, mais cette fois, quelque chose était différent. L'avocat de la ville de Cairo a déclaré « J'ai vu de nombreux accords échouer, mais nous savions toujours pourquoi. Ici, nous n'avons rien. Aujourd'hui encore, j'ai sans doute plus de questions que de réponses. » Après des années à lutter contre le déclin démographique et la crise du logement, Cairo n'a qu'un duplex vide à présenter. Kenesha Mallory, qui espérait emménager dans ce duplex ou un autre à construire, s'est retrouvé à attendre une maison qui ne viendrait jamais. Parlons franchement. Jamie Hayes et Eric Bird sont-ils juste deux escrocs sans remords, ayant profité d'une ville en détresse pour monter une arnaque? Eh bien non, probablement pas. Malgré des interrogations sur leurs pratiques, aucune inculpation criminelle par le FBI ni preuve flagrante d'activité illégale n'a été trouvée par les journalistes. Cela ne signifie pas que le Prestige n'a pas enfreint la loi ou ne sera pas inculpé, mais j'attribue la situation plutôt à de l'incompétence qu'à une intention criminelle, selon les informations actuelles. Le duo n'a pas vraiment anticipé la logistique d'une entreprise de construction par impression 3D en faisant de cela le problème de Cairo. La technologie est nouvelle et évolue vite. Cela attire des entrepreneurs qui pensent qu'en arrivant avant que l'impression 3D ne devienne grand public, ils pourront faire d'énormes profits quand l'industrie explosera. Cela mène à des cas comme Cairo et Muscatine dans l'Iowa, des villes qui bénéficieraient de logements moins chers. Les avantages sont réels. Mais parce que les entreprises impliquées n'avaient soit pas réfléchi au défi de l'impression 3D, soit n'en étaient pas conscientes, ces villes se sont retrouvées abandonnées à leur sort. C'est dommage, car il y a eu des réussites. Une maison à 2 étages imprimée en 3D a été achevée au Japon plus tôt l'an dernier. Le Japon, connu pour ses tremblements de terre fréquents et puissants, a des normes de sécurité strictes en matière de résidence. Toutes les maisons et tous les bâtiments en général doivent être suffisamment résistants au séisme pour pouvoir être utilisés. La maison qui aurait apparemment emprunté des principes de conception aux grottes naturelles a réussi à obtenir l'approbation des autorités japonaises, qui comptent parmi les plus strictes au monde, même si je ne suis pas sûr d'avoir envie de vivre dans une grotte. Le Japon a parmi les exigences sismiques les plus strictes au monde. Voir une maison en béton armé imprimée en 3D à 2 étages, approuvée par le gouvernement et terminée ici, prouve que l'impression 3D dans la construction est adaptée à des projets exigeant précision structurelle et qualité, même en zone sismique. Citation de Henrik Lone Nielsen, fondateur et directeur général de Cobalt International, leader en imprimante 3D. Le fait que la maison comporte 2 étages marque une avancée technologique, car auparavant, les maisons, comme le duplex de Cairo, n'avaient qu'un seul étage. Construire des maisons à 2 étages ou plus augmente le potentiel de cette technologie, permettant d'accueillir plus de personnes ou de rendre les habitations plus attrayantes pour les familles cherchant un nouveau logement. Malgré des échecs médiatisés comme le projet de Cairo qui a refroidi l'opinion sur l'impression 3D, cette technologie reste prometteuse et pourrait répondre à la crise du logement. Elle a le potentiel de réduire les émissions de CO2 si elle est utilisée de manière réfléchie. Elle pourrait également entraîner un essor de la construction, non seulement de maisons, mais de tout type de structures. Ces maisons dureront sans doute 100 ans et seront plus durables, résistantes à la moisissure et aux insectes que les habitations traditionnelles en bois. La technologie et la demande existent. Il nous reste à décider de la mettre en œuvre et à planifier la logistique nécessaire. Merci d'avoir regardé.